À l'origine, l'objet est double, de forme arrondie, de couleur ocre peint d'épices. L'un et l'autre identiques, à un détail près. L'un a un trou percé dans son épaisseur, l'autre n'en a pas. Nous croisons l'objet à l'heure des repas. Je parle du temps de l'enfance et des repas familiaux. Je parle du temps de nos rondes serviettes. Cette invention française, bourgeoise, de la privatisation de la serviette, propre ou sale, rangée, bien roulée, serrée dans ses petits anneaux. Chacun de nous avait le sien, celui de son baptême, en métal argenté, bien différencié. Les parents, eux, avaient le même. Nous trouvions les leurs bien mieux que les nôtres. Couleur chaude, matière douce, comme une caresse, et ce petit trou intrigant, souvent visité par nos auriculaires intrusifs. Nous pouvions y glisser la main jusqu'au poignet et transformer l'objet en bracelet, ou en bague, ou en paire de lunettes. Leur rondeur quasi parfaite les faisait rouler sans saccade, avec une élégance parfaite, sur la nappe blanche. Les courses de rondes serviettes silencieuses entre la poire et le fromage étaient grandement prisées. Un dimanche, maman dit « Mon père les a fabriquées lui-même dans les tranchées pendant la guerre de 14. Il était poilu. »« Ah bon ?»« C'est de l'os. »« Ah bon ?» ?»« Oui, c'est un cadeau qu'il a fait à mémé lors d'une permission. Ils étaient très jeunes et la guerre durait, c'était un beau cadeau pour sa promise. Comme deux grosses alliances. » Silence. Nous n'avons jamais connu ce grand-père poilu, ni l'autre non plus d'ailleurs. Sur la photo, il est imberbe et chauve. Dans cette famille, les hommes partent tous trop tôt, mais rasés de près. Il est mort quelques années après la fin de la guerre des suites d'une blessure à la fourchette. À la quoi? Oui, enfin à la baïonnette, dans sa cuisse droite. J'avais 14 ans. Puis je me suis mariée, mémé m'a confié les 2 rondes serviettes et la brosse à moustache de papa, en spécifiant que le troué était bien pour moi et le pas troué pour mon mari. Enfin l'autre. Voilà, vous savez tout, la messe est dite. Silence. Mais les questions commençaient à bouillonner, à flotter au-dessus de la tranchée que cette révélation venait d'ouvrir dans nos têtes. Les soldats avaient donc le temps de bricoler pendant la guerre. Mais est-ce qu'on a le droit de rire pendant la guerre? Il y avait des scies, des limes, des couteaux, des établis, des machines à laver dans les tranchées. Comment on sait qu'il fallait y aller, se battre? Les soldats avaient leur ronde serviette à la cantine. Ils mangeaient quoi? Debout, assis, chaud, dans des gamelles, ils mangeaient rien. Ils suçaient des cailloux. Mais l'os restait là, en travers, comme un arbre qui cache une forêt minée. De l'os. Pas de la corne. Non, de l'os. Mais l'os de qui? De quoi? De l'os humain? Une rondelle de tibia de l'ennemi mangée par des Gaspard Maus dans le gourbi et remis en service par le grand-père? Qu'importe, stop, dit le père, au bout de la table, nouvel héritier de l'anneau mâle et secret devenu soudain valeur sacrée. C'est du temps passé à vouloir laisser quelque chose à quelqu'un, c'est une preuve de sentiment puissante, c'est un travail d'orfèvre, c'est un beau petit objet, non? Dont on parle encore, non? Oui, il a raison. Mais quand même, 2 mémoires fantômes trônant sur la table familiale, à heure fixe, depuis des décennies, et que ça ne dérange si peu et personne. Du tibia humain, ou pire, du fémur de cheval. Au fait, le mari du bout de la table n'est pas le premier mari de maman. C'est étonnant qu'elle ait pensé à récupérer les rondes serviettes mâles et femelles avant son divorce. Mais ces 2 os, avec le temps, si manipulés, brillaient comme 2 petites mottes de beurre, 2 alliances polies par l'amour, comme si du vivant était encore dedans et alertait. Et que j'étais peut-être la seule à entendre. Être témoin et rester dans la génération silencieuse, cela m'écrasait la poitrine. On dit que les os se désagrègent et retournent à la poussière. C'était bien la preuve vivante que du vivant n'avait pas fini de se vivre. Os d'homme ou d'animal, jamais plus je n'ai mangé le steak de cheval du samedi midi.
La frontière poreuse entre visible et invisible venait d'être franchie et n'avait pas fini de se dire. Sobre, voire austère, mince et raffinée, de taille moyenne, son élégant port de tête la fait paraître plus grande qu'elle n'est. Née à Paris le jour de l'inauguration de la Tour Eiffel, elle devient en peu de temps l'aînée d'une fratrie de 8 enfants. Elle seconde, sans rechigner, une mère débordée. Marguerite, Louise, Caroline, si discrète, est spécialiste dans l'art de faire disparaître les taches belliqueuses et devient blanchisseuse, repasseuse de profession. Jamais dans la plainte, vaillante à l'ouvrage, socialiste de la première heure, pas trop le temps de penser à elle. Mais René-Louis Ferdinand lui plaît, et elle plaît à René-Louis Ferdinand. Été 1914, mobilisation, les hommes partent au front, la guerre les saisit tous, dans la force de l'âge. Le temps se disloque, séparation cruelle. Nous reverrons-nous? Les nouvelles tardent à venir. Marguerite repousse les idées sombres. Habile de ses mains, elle met les bouchées doubles. Les clientes se l'arrachent. Bien obligée de fréquenter, quel pince homme, le lavoir de la rue Ponscarme à Tolbiac. Elle déteste les commérages, les mégères fortes en gueule, qui parlent entre les coups de battoir, des hommes tombés et disparus ou amputés. Puis, le déballage de leur linge sale se transforme souvent en pugilat dans la moiteur des séchoirs. Prompte à l'ouvrage, elle ne s'y éternise jamais et finit le travail chez elle. Tard, Marguerite, parmi les cuvettes d'eau rouge sang, où dégorgent les culottes de ses clientes les jours de règle, rouge garance comme les pantalons de son homme soldat. Elle dort peu, se cache pour pleurer et pense à René-Louis Ferdinand. Lundi, c'est le jour du blanc, drap, nappe et chemise sale, celle des hommes de la haute. Ses mains sentent le savon, la cendre, la soude. Les deux lessiveuses bouillonnent, à plein, diluant les taches grasses, vineuses, de sueur, de café, et j'en passe. Puis il faut essorer, tordre, repasser, remplacer les boutons fantômes et recoudre les déchirures. Dormir un peu. Elle pense à René. Marguerite fait bonne figure et vit son âge de fer, âge du fer à repasser en fonte, l'âge de l'huile de coude, de la brosse à chien-dent, de l'eau de javel qui désinfecte tout, même les gangrènes sur le front. Le vinaigre, le blanc de meudon, tous sont ses alliés. Elle gagne ainsi sa vie parce que d'autres sont passés à l'âge du faire-faire. Véloce, elle travaille dur pour oublier les menaces qui pèsent, le peu à manger, la peur qui tenaille au ventre, la guerre, les tranchées. Mais René Ferdinand sera bientôt de retour à ses côtés. Il est planté avec son régiment dans la Marne, pas loin de Verdun. Et ces quelques photos, cartes reçues, semblent presque trop rassurantes par rapport aux rumeurs qui courent. Hélas, ces cartes ne laissent pas d'espace à l'intime, puisqu'elles sont toutes lues de tous. Marguerite saura bien plus tard que ces lettres d'amour, cachetées, ne lui sont jamais parvenues parce que interdites. Une époque chaotique où tout le monde soupçonne tout le monde. Elle lui écrit souvent, comme pour maintenir le fil. Le souffle d'amour et la tendresse tissent ce lien invisible qui les rend forts ensemble et donne du sens dans le non-sens. D'aucuns isolés n'en sont pas revenus ou ont sombré dans la folie. Aimer et se sentir aimé, aimer donne de la force. Heureusement, il n'a rien su pour les lettres perdues. Marguerite n'a rien dit comme d'habitude. René fume la pipe, trouve trop difficile de rouler des cigarettes dans la boue et l'humidité. Il se met à la dinanderie, sur des douilles d'obus en laiton. Cela occupe le temps et tient le moral. C'est elle qui lui prépare le colis mensuel. Bouteille de vin rouge, moins pire que le pinard, servie là-bas. Quelques barres de chocolat, plus amères.
des morceaux bien secs de fromage de chèvre et de brie noire ou quelques fausses pâtes de coin qu'il adore, sans jamais oublier un petit morceau de savon de Marseille glissé dans une mousseline pour sa gorge. Enfin, tout ce qu'elle récupère de ses patronnes plus argentées. Elle pense à lui avant, après le travail, et lui roule des cigarettes de tabac moins âcres, bien serrées dans des petites feuilles de papier de riz encollées, parfumées. Elle y écrit souvent un petit mot d'amour à l'encre à l'envers, sur l'envers, en espérant qu'il les lirait, avant que cela ne parte en fumée, que cela le protégerait. Le temps passait si lourd sur leur jeunesse. Après 2 hivers sans fin, des Noëls si tristes, la désolation est palpable. Elle apprend par lettre, en 3 mots griffonnés, blessée, évacuée vers l'arrière. Elle reste suspendue à un fil, un mois si gris. Même le clocher de l'église Jeanne d'Arc sonne faux. Puis la missive, si souhaitée, tant attendue, arrive enfin. Le papier froissé sent l'éther. Ma Margot. Le coup a traversé sans casser l'os. J'ai eu de la chance. La jambe me brûle, mais je ressens mes orteils. C'est la vie qui revient. Le major dit que je serai bientôt debout. Si tu savais comme j'ai hâte de te revoir, j'en rêve la nuit. Ton René convalescent. Il est vivant. La vie reprend son drôle de cours. Et enfin, le front lui rend René. Plus amaigri, pâle, blessé, mais vivant. Il claudique, certes, mais la permission va être longue. Enfin, dans la maison, la vie va reprendre. Il offre à Marguerite une promesse enchâssée, dans 2 petits ronds de serviettes en os, l'un percé, l'autre pas, poli par autant de caresses qui lui étaient destinées. Un gage d'amour, une famille espérée, 2 alliances d'humanité taillées dans la guerre, 2 morceaux de paix dans le carnage. Chut! Un peu de douceur, de silence et d'oubli. Tous les jeudis, le général Morlac déjeune seul à sa table, face à Notre-Dame. Bien que déjà en état d'ivresse, il enfourne avec avidité un autre verre de Clos Vougeot, premier cru. Fébrile, il tâche la nappe blanche qui rosit de plaisir. Le canard au sang fume dans l'assiette. Tombé sur le flanc, la chair palpite encore. Il gît, prêt à la découpe. La pièce de viande répand sa sauce, pleine de sang mêlé, épaisse et noire. Le général a faim. Il n'a que trop attendu. Il se saisit des couverts et part à l'assaut, sabre au clair. Le fumet lui excite la narine et les papilles. Il bave. Sa boulimie réveille une soif de conquête. Son couteau tournoie comme une baïonnette. Il retourne l'animal avec méthode. Le couteau s'enfonce précis, attaque avec rage la cuisse, qu'il monte en bouche, mais celle-ci lui échappe, et malgré la serviette empesée qui lui pend au cou, lamentable comme un étendard sous la pluie, elle dégouline, collante, sur la chemise soudain pitoyable. De sa bouche ouverte tombe le premier juron, suivi d'un rire gras lui aussi. Puis il enfourne l'aileron et craque avec jouissance les petits os. Rien ne résiste à sa mastication de carnivore. Il croque et recrache et croque encore les petits os, accompagnés d'éructations, de rots sonores, suivis de petits soupirs. Ses mains sont tachées de sang. Une goutte poisseuse tombe et éclate sur la nappe qui ressemble maintenant à une carte souillée d'état-major. Il respire fort et fait rouler une dernière fois dans sa bouche sombre une grosse goulée de ce vin pourpre et tannique qui lui rougit les moustaches. Il déglutit avec un bruit de gorge contenté. Rien n'est plus sérieux que le plaisir, transpire-t-il. Il s'enfourne alors tout l'arrière-train du volatile, le croupion bien gras et les 2 solilès. Ses lèvres fines s'agitent, grimaçantes, comme 2 couperets frénétiques. Des commissures s'échappe le trop-plein de gras rouge qui dégueule sur le pantalon.
Il avale et mâche de plus belle, et les pattes, et le cou, et la tête, en aspire la cervelle. Funeste repas devenu carnage, le général se mord violemment la langue, ce qui lui arrache un hennissement de douleur et de plaisir tissé, et quelques gaz toxiques. Une morsure nette, comme une tranchée béante. Son sang monte à la bouche et y installe son QG. Ses yeux roulent d'un plaisir croissant si nouveau. Il continue de mâcher comme un ordre qu'il s'est donné. Il ne sait plus ce qu'il avale, sa langue, son sang, ses joues. Ce plaisir si particulier se déploie encore. Yeux extatiques, sifflements d'oreilles, ses mains s'accrochent à la serviette comme à un drap d'hôpital. Il tombe au sol sur le flanc. Comme après un orgasme, sa chair palpite, il gît tout à sa folie cannibale et avec un sourire béat perd connaissance, ne laissant sur la chaise qu'un petit rond de serviette couleur pain d'épices, poli, tiède encore, alloué par l'établissement aux clients les plus fidèles.